Salut tout le monde, alors que le 6ème homme, oui moi la voix off, s'apprête à débuter comme chaque saison sa série Airball Project sur les meilleurs prospects à venir pour la draft 2024, ici sur Basket Info, nous avons décidé d'anticiper sur la suivante. Pour l'édition 2025, plusieurs joueurs se démarquent déjà, et aujourd'hui nous voulons vous en présenter 7, ceux qui nous semblent les plus intéressants, et attention spoiler, ça se peut bien que nous terminions par un Frenchie. Et le premier que nous allons évoquer évidemment c'est Cooper Flagg, dont nous avions déjà parlé il y a quelques années sur cette chaîne. Ne nous mentons pas, si la draft avait lieu aujourd'hui, quelle que soit l'équipe qui choisirait en premier, il serait le first pick, no-brainer. Alors qu'il s'est récemment engagé avec Duke pour la saison prochaine, l'américain est de toute évidence un prospect élite, qui brille notamment par le niveau impressionnant qu'il peut avoir des deux côtés du terrain. Offensivement, pour un poste 4, sa panoplie est très complète, et le joueur est tout à fait en mesure de créer ses opportunités, aux 3 niveaux. Ses instincts sont excellents, et en ce moment, au niveau high school, avec la Montverde Academy, il n'a aucun mal à dominer la plupart des adversaires de son âge. À ce jour, sa taille est estimée aux alentours de 2,06 m, mais selon certains, sa croissance n'est pas encore terminée. Ce physique, cette mobilité, mais aussi les instincts et le sens du jeu qu'il possède, laissent penser que dans sa classe de draft, il est non seulement déjà le prospect le plus talentueux, mais aussi l'un de ceux qui possèdent le plus de potentiel. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir que non seulement il est plein de touchés, plein de finesse, ce qui lui permet de dribbler et de finir de tout un tas de façons différentes, mais qu'en plus, il est solide. C'est rare de voir un joueur qui mixe aussi bien cette fluidité qu'il a balle en main, mais aussi cette agressivité qu'il a dans la peinture. Même si aujourd'hui encore il paraît un peu fin, Cooper Flagg est un bon rebondeur, qui utilise parfaitement sa taille et son envergure pour faire sa place dans la raquette. Puis ce qui est marquant, c'est qu'après un rebond défensif, il n'a aucun mal à poser un dribble et à partir seul en coast-to-coast. Maintenant, en NCAA, et encore pire en NBA, il aura probablement affaire à des big men plus solides, et ça se peut qu'il se fasse bouger un peu sous les paniers. Ceci dit, avec la variété de ses qualités, il est tout à fait possible de l'utiliser au poste 3, lui qui n'a également aucun mal à dégainer au périmètre si besoin. En vrai, il possède réellement le profil de joueur tellement polyvalent qu'il est limite possible de l'utiliser à tous les postes. Il serait dommage de ne le positionner que comme un intérieur classique, vu comment depuis le périmètre il est capable de créer pour lui et pour les autres. Et puis défensivement c'est la même, le garçon peut protéger le cercle déjà, lui qui est un gros contreur, mais il peut également switcher sur tout un paquet de postes. Aujourd'hui, au lycée aux États-Unis, il ne semble y avoir aucun joueur qui peut impacter le jeu des deux côtés du terrain autant que Cooper Flagg le fait actuellement. Élément majeur des équipes jeunes de la Team USA, il a également été élu MVP du tournoi Nike Pitch Jam U16 l'été dernier. Bien qu'il ne soit né qu'en décembre 2006, Flagg semble déjà largement en avance sur tous les prospects de sa génération. Maintenant, évidemment, tout n'est pas encore parfait chez lui, et des secteurs du jeu restent encore à polir. Cette saison, il a immensément travaillé sur sa capacité à créer son tir et à jouer pour les autres. Malgré le potentiel qu'il a dans le domaine, notamment à la finition, il ne semble pas encore avoir l'ADN du gros scoreur, qui en NBA pourrait enchaîner carton sur carton. Des fois, on aimerait le voir un peu plus agressif vers le cercle, et la réussite sur son shoot reste encore très inconstante. Néanmoins, aujourd'hui, il est un prospect qui a tout dans son bag. La taille, la longueur, la création, le sens du jeu, le QI basket, la finition, la protection de cercle, la polyvalence défensive et les instincts. Puis à côté de ça, il a aussi un gros mental, il est un gros compétiteur, qui n'a pas peur des grands moments, et qui ne se cache jamais. Non seulement il possède tous les fondamentaux, mais en plus de ça, il possède des qualités innées, ce genre de trucs qui ne s'apprennent pas. Tu les as ou tu ne les as pas. Être fils de parents basketteurs qui tous les deux ont joué à la fac a sûrement aidé. Depuis son adolescence, Flagg montre des qualités qui rendent impatient de le voir évoluer au niveau supérieur, et le pire c'est qu'il semble encore pouvoir progresser dans tous les aspects de son jeu, en gagnant en expérience et en maturité. Son année à Duke l'an prochain pourrait d'ailleurs être décisive, et s'il montre autant de facilité à dominer en NCAA que ce qu'il le fait en high school, le statut de first pick de la draft 2025 lui tend vraiment les bras. Parlons maintenant de Arius Bailey, communément appelé Ace Bailey, un autre poste 3-4 très long et très fluide, qui en plus de ça possède des qualités athlétiques impressionnantes qui lui permettent de faire le spectacle et de jouer très régulièrement au-dessus du cercle. Du haut de ses 2,03 m, le garçon, né en août 2006, possède déjà des qualités qui impressionnent les scouts, surtout que, selon certains, il serait déjà plus proche des 2,05 m, 2,06 m. Peu importe ses mensurations, on en saura plus au moment de sa draft, mais ce qui est sûr, c'est que quand on le regarde jouer, on se rend compte immédiatement à quel point il est un scoreur né, tant ses instincts sont développés dans le domaine. Prototype du prospect moderne, lui aussi possède exactement tous les outils qui plaisent dans la NBA d'aujourd'hui. Il affiche la taille et l'envergure idéale pour son poste, tandis que sa polyvalence, son explosivité et sa fluidité font le reste en attaque. Pour slasher et attaquer le panier, il n'a que peu d'égal, et au niveau high school, Bailey est très difficile à stopper quand il se met en tête d'aller au cercle. Ajoutons à ça que sa mécanique de shoot est plutôt bonne à longue distance et que son toucher lui aussi est prometteur, et ouais, on s'en rend compte, le garçon, pour ce qui est du scoring, peut devenir une machine. Ses appuis sont très bons et la coordination entre le bas et le haut de son corps paraît excellente. Après, pour avoir une vraie idée de sa valeur, il faudra voir ce que Bailey peut donner au niveau supérieur, lui qui d'ores et déjà s'est engagé avec la fac de Rutgers. Pour le moment, ses outils et ses qualités athlétiques le mettent tellement au-dessus de l'adversité qu'il est difficile vraiment d'évaluer son niveau. Parce que ouais, même si ça ne le pénalise pas en high school, on a hâte de voir si à la fac, ses choix offensifs et ses prises de décision seront à la hauteur, si jamais ses qualités athlétiques ne lui permettent plus de faire la diff. S'il lui arrive de mettre des tirs de loin et de tenter sa chance à mi-distance, il faut être honnête, la plupart de ses points, il les score sur des contre-attaques et des drives, et il faudra voir comment il peut utiliser ses qualités dans une attaque placée plus construite pour se faire une idée réelle. Cependant, pendant toute la saison, il faut noter qu'il a rassuré les scouts dans ce domaine, en affichant de plus en plus de régularité sur son tir, mais aussi en perdant moins de ballons
ballon au fur et à mesure de la saison. Et ça, ce sera important qu'il puisse progresser dans le secteur avec le temps, en gagnant en maturité. Parce que pour le moment, il faut le dire, même si Bailey a montré quelques flashs à la passe et que grâce à sa détente, il peut contrer des ballons, il semble pour le moment surtout être un scoreur unidimensionnel. En défense, il lui arrive d'être moins concerné, moins focus, et en attaque, comme on l'a dit, Bailey nous montre surtout sa valeur en ISO, en 1 contre 1. S'il conserve ce profil, il sera essentiel qu'il devienne un scoreur élite de chez élite, qui dribble mieux, perd moins de ballons et shoot avec plus de régularité, ou alors qu'il prouve qu'il peut aussi avoir une vraie valeur dans les autres secteurs du jeu. Prendre un peu d'épaule aussi pour résister face à des attaquants plus costauds ne lui ferait pas de mal. Cependant, il est normal que pour un joueur de 17 ans, Arius Bailey ait des choses à polir, et même si pour le moment il n'a pas eu besoin de beaucoup montrer ce qu'il pouvait faire sur un terrain en plus de son scoring, il a tout de même prouvé sur certains flashs qu'il pouvait avoir de vrais instincts de basketteur. Aujourd'hui, il est dans le top 3 de la plupart des mocks, et ce n'est pas un hasard. Non seulement il est peut-être le meilleur scoreur de sa QV, mais en plus de ça, son potentiel est plus que réel. Ensuite, nous allons parler de VJ Edgecombe, arrière-ailier d'1m98, un peu plus âgé que les deux précédents, vu que lui est né en juillet 2005. Et lui, qu'est-ce qu'il est costaud déjà, très athlétique, très carré, avec un corps déjà bien taillé. Et le truc, c'est qu'à côté de ça, malgré ce que l'on pourrait penser au premier coup d'œil, il n'est pas juste une brute épaisse qui ne brille que grâce à ses muscles. Le mec est ultra smooth, super habile, il se déplace sur le terrain avec beaucoup d'aisance, et la façon dont il mixe ses qualités avec sa puissance fait de lui un joueur spécial. Edgecombe est un garçon qui pourra se faufiler entre les défenseurs pour passer l'épaule, et ensuite tout exploser vers le cercle où physiquement il sera difficile de le stopper. Puis pour couronner le tout, sa mécanique de loin est propre aussi, même si c'est vrai que la régularité n'est pour le moment pas toujours au rendez-vous. Cependant, est-ce que tout ça suffit pour en faire dès maintenant un monstre offensif? Non, n'abusons pas, même si le potentiel est plus que présent, des progrès à faire il en a, à commencer par le dribble et la conduite de balle. Il est un joueur costaud, oui, fluide aussi, mais qui de temps en temps manque de créativité dans ses dribbles ou dans ses moves. Les arrières en NBA se doivent d'être d'excellents créateurs pour eux, mais aussi pour les autres, et dans le playmaking ou encore la vision du jeu, Edgecombe a encore du taf à faire. N'empêche que si staff il le fait, très rapidement il est un garçon qui peut devenir spécial, surtout qu'en défense aussi il performe. Il est volontaire, a toujours les mains actives, provoque beaucoup de balles perdues, et est même capable de poser de gros contres grâce à son jump. Et puis offensivement, c'est appréciable de voir comment aussi il peut exister sans le ballon, en allant se battre au rebond pour offrir des secondes chances à son équipe, ou en proposant à son meneur des cuts très souvent bien sentis. Pour vous faire une idée, il est très souvent comparé à un Victor Oladipo au même âge, et c'est vrai que certaines de ses qualités sont similaires. Né aux Bahamas, il a migré aux États-Unis à l'âge de 15 ans, en Floride, puis à New York, dans le but de devenir une star du basket. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour le moment, ça se passe bien pour lui. Considéré comme une recrue 5 étoiles, il a également été élu New York Gatorade Player of the Year l'année dernière. Voir que dans le ranking de 247 Sports, en peu de temps, il est passé de la 153e place à la 5e place du pays parmi les joueurs de son âge peut permettre d'être optimiste sur sa capacité à atteindre son potentiel. Évidemment, Edgecombe a reçu beaucoup d'offres de la part de gros programmes comme Duke, Kentucky et Baylor, et c'est intéressant de voir qu'il a choisi les Bears, réputés pour former des arrières très intelligents et très accomplis sur le parquet. Alors si à sa sortie de fac, il montre qu'il peut être une force des deux côtés du terrain, un joueur très athlétique, mais aussi un attaquant mûr, attendez-vous à ce que de très nombreux GM s'intéressent à lui. Aujourd'hui, il est constamment prévu dans les top 5 de la prochaine draft, et on comprend pourquoi, mais attention, en fonction de sa progression, il pourrait tout à fait encore grimper. Et en parlant de grimper d'ailleurs, est-ce que vous êtes abonné à cette chaîne? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment, go cliquer sur ce bouton rouge, et nous on reprend. Après Ace Bailey, parlons d'un autre joueur qui s'est engagé avec Rodgers, et qui lui aussi est très souvent annoncé dans le top 5 de la draft 2025, Dylan Harper. L'association des deux joueurs sous le maillot de Team USA lors de la dernière Coupe du Monde U19 a fait de gros dégâts, et Rodgers se frotte déjà les mains d'avoir l'occasion de réunir les deux pépites. Dylan Harper, recrue 5 étoiles, comme tous les prospects dont nous avons parlé jusque-là, était encore classé joueur numéro 1 de sa QV par ESPN il y a moins d'un an. Il faut dire aussi que Dylan Harper a de qui tenir, vu qu'il est le fils de Ron Harper, titulaire et triple champion NBA avec les Bulls de 1996 à 1998, avant plus tard de gagner 2 autres titres avec les Lakers. Et si pour l'instant le grand frère Ron Harper Jr. galère à se faire une place durable en NBA, le cadet, Dylan, semble pouvoir se construire un avenir sportif bien plus radieux. Déjà, notons que contrairement à son aîné, qui lui évolue au poste d'ailier fort, Dylan est un arrière, comme son père. Gaucher, du haut de son mètre 95, il peut aussi bien évoluer au poste 1 qu'au poste 2, même si son profil de gros shooter, notamment off-ball, semble lui donner le profil parfait de shooting guard en NBA. Puis si vous vous rappelez de comment jouait son père, qui dans son prime était un excellent scoreur avant de prendre davantage un rôle de playmaker dans sa deuxième partie de carrière, dites-vous que Dylan possède pas mal de similitudes, en étant probablement un meilleur shooter en plus. Capable de porter la balle, il voit bien le jeu, prend souvent les bonnes décisions, et ses lectures sont très souvent bien senties. De plus, sans être un joueur hyper athlétique qui va exploser au cercle, il est quand même capable de s'approcher du panier, grâce à sa puissance et ses épaules, lui qui n'a aucun mal à absorber le contact dans les airs. Parfois c'est marrant, on a l'impression de voir évoluer un joueur un peu à l'ancienne dans sa façon de jouer le pick and roll, d'envoyer la gonfle aux intérieurs avec un rebond, ou encore avec sa façon de tirer avec la planche lorsqu'il est à 45 degrés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec son envergure de près de 2m10, il a les outils pour performer en défense. A priori, des deux côtés du terrain, ce qui lui manque, c'est surtout de l'explosivité. En défense, des craintes existent sur sa capacité à limiter des porteurs de balles plus rapides, puis en attaque, vu qu'il n'utilise que peu sa main droite, un peu de jump ou d'accélération, notamment sur son premier pas, ne lui ferait pas de mal. Après, bien sûr, on aimerait, comme la plupart des joueurs de son âge, qu'il gagne en régularité sur son tir, notamment en pull-up. Ceci dit, ce que nous retiendrons, c'est qu'en termes de QI basket et de prise de décision, il est l'un des joueurs les plus près de sa cuvée de draft. S'il ne domine pas ses adversaires avec ses qualités athlétiques, il peut néanmoins le faire avec son cerveau, et ça, les scouts s'en sont bien rendus compte, vu à quel point certains
certains se hype quant au futur de Dylan Harper. La suite maintenant avec Trey Johnson, nouvelle recrue 5 étoiles née en mars 2006, qui du haut de son mètre 98 évolue au poste 2, et s'est d'ores et déjà engagé avec la fac de Texas pour la saison prochaine. Le Texas, c'est chez lui, c'est là qu'il est né, qu'il a grandi et qu'il a été formé, et c'est aussi là qu'il a été élu Mr Basketball la saison passée. Bon là par contre il fait sa dernière année de lycée dans le Missouri, mais tout le reste de sa vie il l'a fait au Texas, et a priori ça va continuer l'an prochain s'il tient ses engagements. Sachez d'ailleurs qu'il est déjà hyper attendu à l'université, sachant qu'il sera le 3ème prospect le mieux classé de l'histoire du programme, derrière Kevin Durant et Mo Bamba. S'affichant actuellement dans le top 4 des prospects de sa QV par ESPN, lui aussi a participé au championnat du monde du 19 l'été dernier, et lui, sa spécialité c'est clairement le scoring. Regardez-le jouer et vous vous apercevrez vite à quel point Trey Johnson est capable de mettre le ballon dans le panier de plein d'endroits et de plein de façons différentes. Fade away, pull-up, drive près du cercle, mais aussi off-ball après des démarquages, Johnson présente un éventail très impressionnant au scoring pour un arrière de son âge. Et ce qui est bien, c'est que pour un garçon qui a quasiment pour seule et unique mission de mettre des points, il est aussi un bon passeur, en tout cas plus que ce qu'il se dit dans la plupart des scouting reports. On a l'impression que Trey Johnson est capable de mettre 30 points par match les yeux fermés, et sous le maillot des Longhorns, on attend de lui qu'il foute le feu aux défenses adverses. Il en est capable. Il a un super handle, il est très vif, et sa façon de changer de tempo le rend limite indéfendable au niveau high school. Sa façon de s'arrêter aussi à mi-distance lorsque les défenses sont trop regroupées dans la peinture est appréciable, et pour couronner le tout, il possède les bases pour devenir un shooter de loin au moins très correct, vu la fluidité de sa mécanique. Maintenant, ce qui lui manque c'est du physique et des qualités athlétiques, et il faudra voir comment il s'en sort au niveau supérieur face à des joueurs plus costauds. Son envergure n'est pas folle non plus, et défensivement il peut lui arriver d'être un peu à la rue, lui qui souffre un peu de la réputation de scoreur unidimensionnel. Puis on ne peut rien dire, cette réputation n'est pas totalement volée, ceci dit, il est capable d'être un scoreur complètement élite. Les comparaisons les plus fréquentes le concernant se font avec Cam Thomas, et c'est vrai que dans le profil il y a de ça. Ce qui serait pas mal c'est qu'il se muscle un peu, lui qui pour le moment paraît assez frêle, même si son physique a bien évolué ces dernières années. Néanmoins, ce qui semble assez évident c'est qu'en gagnant un peu d'épaisseur, il pourrait trouver des moyens de compenser certaines failles qui existent à ce jour dans son jeu. On compte donc sur ses formateurs pour lui faire passer du temps en salle de muscu. Dommage à côté de ça qu'il existe des doutes sur son attitude et son éthique de travail, même si ça n'empêche pas Trey Johnson d'apparaître dans la plupart des top 10 des mock drafts 2025. Allez, il ne nous reste que 2 joueurs à aborder aujourd'hui, et ces 2 dernières places, nous les avons réservées à des Européens, à commencer par l'espagnol Hugo González. Poste 2 d'1m98 né en 2006, il évolue en ce moment au Real Madrid et participe à l'Euroleague. Il y a pire comme formation. Ce pur natif madrilène chauffe surtout le banc pour l'instant chez les Merengues, mais déjà, voir qu'il est dans le roster d'une équipe si légendaire, c'est prometteur. Et quand on sait qu'il a été un membre importantissime des 2 médailles d'argent remportées par l'Espagne lors de la Coupe du Monde U17 puis de la Coupe d'Europe U18, ça devient encore plus prometteur. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'à 17 ans, il est immédiatement possible de voir vers quel profil il se dirige, celui de 3&D. Spécialiste du jeu off-ball, l'Espagnol possède un vrai potentiel de sniper, tandis que son agressivité, son moteur et son envie en défense lui permettent de voler beaucoup de ballons, et même de poser quelques contres. Voir sa carrure et sa puissance à son âge, c'est impressionnant, et aussi bien en attaque qu'en défense, il n'hésitera jamais à bumper son adversaire, à aller au contact pour prendre le dessus ou obtenir des positions favorables. Ouais, González est un joueur qui n'a jamais peur d'aller au défi face à des adversaires plus physiques ou plus âgés, il est hallucinant là-dessus, et vu le contexte et les conditions qu'il a autour de lui pour se développer au Real pendant encore 1 an et demi, les scouts auraient tort de ne pas s'intéresser à lui. Il est de plus un garçon qui va toujours de l'avant, qui dribble bien, qui court vite et qui adore accélérer le jeu en contre-attaque, des atouts qui de toute évidence seront très utiles un jour en NBA. Il est également un très bon finisseur, capable de monter au dunk et de marquer des points déjà, même au niveau professionnel. Même s'il souffre peut-être un peu d'évoluer en Espagne loin des scouts, et que pour le moment avec le Real il n'a que peu de temps de jeu, González est peut-être l'un des prospects les plus talentueux de sa génération. Prévu pour le moment dans le top 10 de la plupart des mock drafts 2025, sa cote pourrait tout de même très vite exploser s'il obtient la confiance du coach Chus Mateo. En attendant, il lui sera toujours possible, comme il le fait en ce moment, de performer avec l'équipe B pour continuer à se former. Si González arrive à transmettre son jeu à celui de la NBA dans quelques années, il pourrait alors, au vu de son expérience et de son QI basket, devenir potentiellement l'un des plus gros styles de la draft 2025. Et enfin, on vous l'avait promis, place à un Français, Noah Essengue, du Ratio Farm Ulm. Là encore, si vous voulez en savoir plus à son sujet, n'hésitez pas à jeter un œil à ma vidéo, le 6ème homme, oui moi, la voix off, qui parlait des futures pépites tricolores il y a pas longtemps sur ma chaîne. Bref, ce que l'on retiendra avec Noah, c'est qu'en ce moment il est en train de tout péter avec l'équipe B, la Orange Academy, la pépinière de jeunes talents qui est devenue son club allemand. Pour vous donner une idée, dites-vous que dans cette même équipe et dans la division en dessous en plus, Jérémy Sohan tournait à 10 points et 4 rebonds. Noah Essengue cette saison compile 19 points, 9 rebonds, 1,7 interceptions et 2 contres. Vous commencez à vous rendre compte un petit peu de l'ampleur de ce phénomène? Souvent les week-ends il enchaîne avec la Orange Academy, puis en championnat avec l'équipe 1 d'Ulm, avant en semaine d'aller jouer l'Eurocup. Même si avec les pros il ne joue en général que quelques minutes dans le garbage time, Essengue a, à tout juste 17 ans, il les a fêtés en décembre là, déjà l'occasion de jouer 3 matchs par semaine. Et ce qui est rassurant, même si pour l'instant c'est minime, c'est que de plus en plus, son temps de jeu augmente avec la 1, lui qui a scoré ses premiers points en Eurocup, à peine 16 ans. Sauf que ce parcours il est bien beau, mais Noah Essengue c'est quel profil de joueur? Intérieur de 2m06, doté d'un physique un peu filiforme, le français brille avant tout par sa polyvalence, des deux côtés du terrain, et il faut vous rendre compte déjà que défensivement, il peut devenir un vrai freak. Formé à la base au Pôle France, il a appris très vite à défendre sur des arrières au périmètre, grâce à sa super mobilité, sa vitesse latérale et son envergure. Ses appuis sont solides, ses déplacements sont impressionnants, et il ne lui manque peut-être qu'un petit peu de muscle et de carrure pour être aussi performant dans la raquette. Ceci dit, il reste un joueur très vertical
verticale qui peut quand même protéger le cercle, comme quoi sa polyvalence défensive est réelle. Sauf qu'en attaque c'est pas mal également, vu que Noah Essengue peut être utilisé au poste 3, 4, voire même 5. Si la plupart du temps, que ce soit avec la Team France U18 en 2023 ou encore avec Ulm, il est surtout utilisé en bout de chaîne pour scorer soit après un cut, soit après une tentative en catch and shoot, il montre avec la Orange Academy qu'il est également largement capable de marquer ses points seul grâce à ses longs appuis et sa capacité à attaquer le cercle. Dans la raquette, il n'aura aucun mal à utiliser son jump et son envergure pour finir au dunk et scorer sans souci. Il est également lui aussi un joueur qui courra beaucoup en transition et saura bien souvent s'offrir des points faciles dans ces conditions-là. De plus, même si son shoot n'est pas non plus excellent, du moins pas encore, les bases et les réflexes sont là, pas de doute. Ajoutons à ça que sa vision de jeu est bonne et qu'il peut agir en facilitateur et ça en fait des qualités pour le jeune tricolore. Il faudra cependant voir comment évolue son physique pour savoir à quel poste il évoluera à plus haut niveau, lui qui visiblement n'a pas encore fini sa croissance et pourrait encore largement prendre en masse. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que malgré ses incertitudes et une très faible exposition dans le championnat allemand, Essengue clairement intrigue les scouts NBA en ce moment. De plus en plus, dans les mock drafts, on le voit grimper et les analystes semblent tous d'accord pour penser qu'il a tout ce qu'il faut pour devenir à minima un lottery pick. La saison prochaine nous en dira sûrement davantage, mais si Noah continue son développement physique et poursuit ses progrès, suivez-le de près, car sky is the limit pour l'intérieur français. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.